Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Salide des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Je connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? J'étais un militant national. Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Salide des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission.
si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Faut réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches-Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM. Bonjour à tous, messieurs, dames, bonjour à tous, bande d'affreux. Jojo, comment allez-vous les amis? Est-ce que tout le monde est en forme? Est-ce que tout le monde est plein gaz, plein badin? On se retrouve aujourd'hui mardi 7 janvier 2025. Alors, évidemment, beaucoup d'événements, les 10 ans de l'attentat de Charlie Hebdo aujourd'hui, et c'est Jean-Marie Le Pen, ça y est, il s'est rangé sur le bas-côté, ça y est, le menhir s'en est allé. Alors, on va pas en parler pendant des heures, comment dire, voilà, c'est un homme politique, on rend hommage parce que c'est un grand homme politique, qui a dit des dingueries, qui a fait des dingueries. Après, bon, bah voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va pas passer 3 heures, voilà, c'est comme ça, hein. Il y a les gens à gauche, ils sont contents, il y en a même pas à gauche, ils sont contents, il y en a, ils sont pas contents. C'est la peine, c'est Le Pen pour certains, voilà, bon, bah voilà, c'est tout, c'est dit, les amis. Mais on se retrouve aujourd'hui avec plein d'autres actualités au menu, bien sûr, les copains. On va parler de beaucoup de choses aujourd'hui, beaucoup de choses au menu. On va se fendre la gueule, on va réfléchir, on va s'énerver, on va peut-être même pleurer. Alors, parce que là, on va parler aujourd'hui de ce qui se passe en Grande-Bretagne. Alors, ce qui se passe, l'information fait beaucoup parler ces dernières semaines, mais c'est une affaire qui remonte au début des années 80. Donc voilà, ces histoires de gangs de violeurs pédocriminels en Angleterre, je vous le dis, sujet léger, mais on va en parler, je voulais en parler avec vous, évidemment, vous le savez, on n'évite aucun sujet sur Juste Milieu, et je vais essayer de vous proposer quand même une analyse à la Juste Milieu, parce que je vois une petite musique qui s'installe dans l'analyse qui est faite de ce drame absolu, et une petite musique qui a le don de m'enquiquiner. Voilà, n'ayons pas peur des mots, je crois que je suis enquiquiné. Voilà, je le dis. Donc,
Voilà, ce qui nous attend aujourd'hui, les amis. On va s'échauffer avec pas mal d'actualités. Il y a du Trudeau, il y a du Gabriel Attal, il y a du Zuckerberg. C'est du tout frais, ça vient de sortir. On va parler un petit peu de tout ça. On est ensemble, on va prendre le temps d'analyser tout ça, de papoter, les copains. C'est le plus important. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est installé. Merci beaucoup pour les subs. J'en peux plus. Subprime 25e mois, Blueby 3, le sub 17e mois. Que j'oublie personne, Lisa Tricotte, que j'embrasse, le sub 34e mois, mon Karim, j'espère que tu vas bien, mon Karim, CHU de Pierre, 32e mois de sub, c'est extraordinaire, merci beaucoup les amis, voilà, et mon Gaëtan Seguin 38 qui est décès de Jean-Marie Le Pen, évidemment, c'est l'information du jour. Merci également et gros bisous à Kundune 73, 16e mois de sub, merci beaucoup les copains. Merci, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Dans cette journée, effectivement, secoué par l'information, on a appris d'ailleurs ce qui sort un petit peu là, à droite à gauche dans les médias. Marine Le Pen aurait appris le décès de son père via une dépêche AFP. Apparemment, elle est en déplacement en Afrique actuellement et un de ses conseillers lui aurait montré le bazar. Et elle l'a pas appris par voie familiale. Donc ça, c'est quand même tristoun. Hein, parce que c'est vrai que pour en parler rapidement, bon, on va pas faire une émission spéciale Jean-Marie Le Pen. C'est comme ça. Bon, voilà, il est mort. Qu'est-ce que je te dise. Mais c'est vrai que il y a une perte de repères. Il y a une perte de repères hein, sur Twitter, notamment hein, sur les réseaux sociaux, de gens qui s'en réjouissent, même politiquement. On a vu Louis Boyard, par exemple. Hein, qui a marqué, je vais vous lire, j'ai vu passer ça. Bon, c'est pas de l'acharnement sur Louis Boyard, mais ça en dit long. Voilà, Jean-Marie Le Pen est mort, il ne mérite aucun hommage. Toute sa vie, je vous montre, attendez, bougez pas. Tac, 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 tac. Voilà, c'est là. Toute sa vie, il a craché sur les exilés, les femmes, les personnes musulmanes, juives, LGBT. Nos pensées doivent aller vers les personnes qu'il a haïes. Continuons le combat pour que son idéologie le suive dans sa tombe. Bon, moi, je pars du principe que tous les morts méritent le respect, au moins, voilà, les jours qui suivent leur disparition. Après, on relance les débats, après, on fait tout ça. Bon, c'est que mon avis, voilà, on va pas faire la rubrique, comment on dit, rubrique... Merde, j'ai perdu le mot, ça commence bien cette émission. Rubrique mortuaire, voilà, rubrique funèbre. Hein. On va pas parler de ça, bon, puis voilà, c'est comme ça, chacun a son avis là-dessus, c'est pas très grave. Il y a plus important que les réactions des uns et des autres. Alors, les amis, aujourd'hui, beaucoup de choses, je vous dis, beaucoup d'actualités. Voilà, rubrique nécrologique, effectivement, je cherchais le mot. Merci à mon Babcom5 que j'embrasse, voilà, fidèle parmi fidèles. Il a toujours le bon mot comme ça. Bah, fléchette. Fléchette, il a le bon mot. D'ailleurs, en parlant de fléchette, parce que c'est le Juste Bistrot, on parle de tout, ça parle dans tous les sens, ça n'a aucun sens cette émission, vous le savez bien. Fléchette, il y a eu le concours, le championnat du monde, je sais pas quoi de fléchette, l'équipe 21 diffuse ça, je trouve ça extraordinaire. Il y a eu apparemment un revirement de situation incroyable d'un jeune qui a gagné cette année, voilà, Luc Littler, voilà. Champion du monde de fléchette à 17 ans. C'est un peu le Mbappé de la petite picouse comme ça, là. Et bon, il a gagné les fléchettes. Voilà. Non, mais je vais pas plus à vous dire. C'est juste que j'avais envie de parler fléchettes. C'est l'esprit du Juste Bistrot. On parle de tout. On parle de sujets légers, on parle de sujets lourds, on parle de sujets sérieux, on parle de sujets pas sérieux, et on parle de fléchettes. Et je pense que c'est pour ça que vous êtes là. J'espère, en tout cas. C'est la recette, les amis. Voilà. Mais... aujourd'hui, on va pas trop s'éterniser sur la fléchette parce qu'on a beaucoup de choses à se dire, les copains. On va attaquer avec Gabriel Attal. Gabi Gabus. Alors, bon, la démarche propagandiste de nos médias, on était au courant, c'est pas une découverte, on va pas repasser toute l'année encore à revenir dessus, mais... on a, une fois de plus, l'illustration d'un comportement médiatique que je trouve très intéressant et où je trouve certaines personnes assez silencieuses. Hein. Merci à Ishigo Bankai 38 pour le subprime 22e mois. Regardez le reportage qui va être diffusé mercredi, donc demain, sur C8. Il a été le plus jeune Premier ministre de la Ve République. À 34 ans, évidemment que ça donnait une forme de vertige, mais très vite, je me suis mis dans le travail. Il n'est pas arrivé à Matignon comme ça, par hasard, il les gravit
un à un les échelons. Portrait d'une figure marquante de sa génération. C'est quelqu'un qui a la politique chevillée au corps, de très ambitieux. Quelqu'un d'extrêmement moderne, mais il a les codes de la politique à l'ancienne. Une dissolution surprise va stopper son ascension fulgurante Ça a été un choc. et entraîner une démission synonyme de nouvelles ambitions. Il est devenu un présidentiable. To be continued. Gabriel Attal, l'épreuve du pouvoir, mercredi, juste après. Voilà, hein, le reportage auquel on va avoir droit sur C8 ce mercredi. Alors, on a déjà fait cette réflexion, les amis, mais je veux revenir là-dessus à chaque fois parce que je vous prépare une vidéo, on va sûrement en parler dans le Juste Bistrot, une petite analyse là-dessus. Mais je pense que beaucoup de gens se sont plantés, et je pense qu'on s'est planté sur la perception des médias à l'ère Bolloré. C'est-à-dire que avec Force Propagande, une fois de plus, on a beaucoup dénoncé le côté Bolloré, c'est l'extrême droitisation des médias. Et je pense qu'on a mal anticipé le fait que cette bollorisation des médias soit surtout la marque d'un rapprochement entre le système progressiste néolibéral en place et ce qu'on appelle l'extrême droite en France, à savoir le Rassemblement national. Symboliquement, le décès de Jean-Marie Le Pen marque peut-être la fin d'une époque du côté du Rassemblement national et on va comprendre, à mon avis, de plus en plus d'ici 2027 que la bollorisation des esprits n'est absolument pas l'extrême droitisation du débat, mais bien la normalisation de l'extrême droite et son entrée dans le système libéral, dans le système progressiste. Et quelqu'un comme Bardella en est peut-être la preuve. Donc regardez, hein, aujourd'hui sur C8, vous avez un reportage qui semble dithyrambique sur Gabriel Attal. On va peut-être nous refaire un narratif à la Macron. Hein. Après Jupiter, je sais pas, on aura le Athéna de la politique que serait Gabriel Attal. Alors plus proche du slip sale que de la déesse, mais voilà, je pense qu'on est quand même sur un narratif qui est en train de se construire. Et ce qui est très intéressant, c'est que le fait que les médias Bolloré, en l'occurrence C8, mettent en avant un discours pro-Attal, donc pro-système, on va dire, hein, pro-système en place, je trouve ça très intéressant parce qu'il y a deux possibilités d'interprétation. À mon avis, il n'y en a que deux. Soit on continue de penser que Bolloré, c'est l'extrême droite et que tout ce qui passe dans ces médias fait le lit de l'extrême droite et auquel cas, La République En Marche, la sphère Macron, donc Attal, est l'extrême droite. C'est une possibilité d'interprétation. Et la deuxième possibilité d'interprétation, c'est que la bollorisation des médias, et ce qu'on voit sur les médias de Vincent Bolloré, c'est avant tout un rapprochement entre le système et l'extrême droite, rapprochement voulu par les milieux d'affaires, rapprochement en tout cas de plus en plus voulu par les milieux d'affaires et pas voulu par quelqu'un comme Vincent Bolloré. Affaire à suivre, mais je trouve ça plutôt intéressant, je trouve cette idée plutôt intéressante et je crois qu'on va en avoir de plus en plus la preuve, mais c'est voilà, un débat que je lance. On va revenir là-dessus parce que je suis en train de lire un bouquin qui en parle. Je vous proposerai une analyse de ça. On va revenir un peu là-dessus. Il y a Stelf5 qui dit: tu veux pas parler rugby plus tôt? Alors pourquoi, camarade? Dis-moi, est-ce que c'est parce que t'es pas d'accord avec ça? Parce que le sujet t'ennuie? Dis-moi. Ou si t'es pas d'accord, dis-moi pourquoi, avec plaisir. Blueby3 qui dit: c'est pire, c'est l'extrême centre. On peut le voir comme ça aussi, évidemment. Xeldor qui dit: il est d'extrême droite que si ça flingue Macron, sinon il est full système. On a quoi d'autre? Voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, les amis, si vous pensez que ça n'a rien à voir et que le système sera tout le temps éloigné de l'extrême droite. Et Stelf5 qui dit: ça me donne de l'urticaire. Oui, mais pourquoi, camarade? De quoi? Développe un peu, c'est le débat, c'est la France quand même. Voilà. Franco-arménien qui dit: n'oublions pas que Hanouna fait venir la fille de Brigitte toutes les semaines. Je suis complètement d'accord. J'ai eu ce débat pendant les vacances, d'ailleurs, on parlait de ça, j'ai eu ce débat sur le fait que Hanouna, et c'était intéressant comme débat, hein, je vous le partage parce qu'il y a une réflexion que je trouve chouette si on parle de Bolloré, si on parle de tout ça. J'ai eu ce débat pendant les vacances en papotant avec quelqu'un qui me disait que pour lui, Hanouna était une sorte dans le symbole, pas du tout dans la démarche et pas avec la même importance, mais que Hanouna était un opposant au système et qu'il dérangeait le pouvoir, il dérangeait tout ça. Et c'est un peu le message qu'on essaie de faire passer aujourd'hui, hein, de touche pas à mon poste comme une émission anti-système qui va déranger le pouvoir, qui secoue le cocotier en disant ce que les autres médias ne disent pas. La personne avec qui je parlais faisait une comparaison avec Coluche sur le côté anti-système, toute proportion gardée évidemment, et ça m'a fait bondir de ma chaise. J'ai bondi.
Non, mais je le dis, j'ai bondi, comme Kylian Mbappé. Hein. Non, j'ai bondi de ma chaise parce que j'en suis peut-être même tombé d'ailleurs, c'est plutôt ça l'expression. Parce que Hanouna n'a rien d'un antisystème. Et ça, je m'échine à le dire depuis plusieurs mois, dans la mesure où, effectivement, comme disait la personne dans le chat, Tiffaine Ozière, la fille de Brigitte Macron, est chroniqueuse chez Hanouna de temps en temps. Dire Hanouna n'a rien d'un antisystème. Et je pense sincèrement que Bolloré, c'est pareil. Que Bolloré est un pro-système, peut-être un peu plus anti-Macron que les autres. Enfin, en tout cas, moins pro-Macron. Voilà, c'est plutôt ça. C'est moins pro-Macron qu'anti-Macron. Et qu'on va comprendre à l'approche de 2027 que Bolloré n'a contribué qu'à une chose, c'est la normalisation de l'extrême droite et le maintien du système en place et des idées en place, et que les médias de Bolloré ne sont que le trait d'union entre le néolibéralisme actuel et ce qu'on appelle l'extrême droite. Je pense qu'on va le comprendre de manière de plus en plus approfondie, si j'ose le terme, affaire à suivre, mais j'y crois plutôt bien à cette histoire-là. Donc, on en reparlera, évidemment, les amis, on en reparlera de tout ça, les copains. Je prends vos messages. Tac, tac, tac. Stelf5 qui dit tous ces différents traîtres à la nation, on en parle beaucoup trop, je pourrais les voir derrière des barreaux à la limite. Edo 366, après, s'il dérangeait personne, il serait encore à l'antenne. Mais il va encore être à l'antenne, hein. Il part juste de C8. Hein. Arrêtez de croire qu'il est censuré, Hanouna. C'est ça aussi. Il faudra en reparler aussi de cette histoire, parce que ça commence à me gonfler. Quand on m'explique qu'Hanouna, il est censuré, l'Arcom, je sais pas quoi et tout. Il n'est pas censuré. Ils ont enlevé le truc de diffusion à C8. Et t'inquiète pas qu'il va revenir. Avec les audiences qu'il fait, il va revenir sur une chaîne. Et Hanouna, n'oublions pas qu'il est producteur de ces émissions. Le lien qu'il a avec Bolloré, c'est que Bolloré le paye pour pouvoir diffuser ses émissions. Mais Hanouna, il en a rien à foutre. Demain, M6 lui fait un pont d'or, il ira chez M6 ou n'importe quelle autre chaîne, j'en sais rien. On doit le payer pour qu'il accepte de diffuser ses émissions à un endroit. Je suppose que les deals, les contrats, c'est plus complexe que ça. Mais arrêtons de faire croire que Hanouna et Bolloré sont liés depuis l'enfance. Hanouna, avant, il était sur le service public. Ça a commencé sur France 4, touche pas à mon poste. Donc voilà, c'est cette question de diffusion. Il n'y a pas de censure. Ça va continuer. Il va continuer à produire des émissions. Je me fais pas de soucis pour lui. Pen Manoir qui dit le souci avec le rugby, ça vole pas très haut niveau, décryptage de notre monde. Perso, je préfère avoir des avis des uns et des autres sur ce qui se passe en France et ailleurs. Puis je suis tellement osef du sport en général, ça doit jouer, je pense. Il en faut pour tous les goûts, c'est normal, évidemment. Xeldor qui dit il a juste une guérilla personnelle contre Macron à cause des milliards qu'il a perdus en Afrique à cause de lui. Effectivement, il y a sûrement des bisbilles de pognon derrière, il y a de fortes chances. Anarchy 08, je pense qu'il se rapproche de la sphère de droite dure car la partie de gauche macronisable lui est déjà acquise. Il peut facilement s'accorder avec une partie du NFP. Il essaye de flinguer les probables ralliements de la droite pro-Philippe. Possible, ouais, c'est intéressant comme lecture. Merci à Le Souverain qui vient d'offrir un sub à Sasuki0922 et Fluxide68 qui dit je me trompe ou j'ai vu qu'il allait sur C-Star Canal 17. Effectivement, j'ai vu passer ça aussi. Touche pas à mon poste, elle est diffusée sur C-Star. Mais c'est pour ça, je trouve sincèrement que on a fait un drama assez inutile avec cette histoire de l'Arcom. Je veux dire, on n'a pas eu besoin du retrait de la licence de diffusion TNT à C8 et à Énergie 12 pour comprendre que l'Arcom était une officine publique entre les mains du pouvoir et que ça servait à censurer les gens qui dérangeaient ou en tout cas qui étaient moins lèche-cul que les autres. Je veux dire, si on part de là, pourquoi on censure Énergie 12 ? Enfin, c'est là où je trouve qu'il y a eu beaucoup de mauvaise foi. Dans ce débat-là, on a fait d'Hanouna une sorte de victime sacrificielle de l'Arcom. L'Arcom, le président de l'Arcom est nommé par le président de la République. Aujourd'hui, c'est un monsieur qui s'appelle Roch Olivier Mestre, si je ne dis pas de bêtises. Il est nommé par le président de la République. Donc, si vous voulez, qui peut croire que l'Arcom a pour ambition d'être une entité indépendante qui préserve la liberté d'expression et tout ça. Non, c'est pas sérieux. On le sait depuis le début, si vous voulez. Et puis, si on va au bout du raisonnement qu'on dit l'Arcom empêche C8 d'être diffusé, donc c'est de la censure, ben dans ce cas-là, ils ont censuré Énergie 12 aussi. Pourquoi ? Parce qu'il y a la série, comment ça s'appelle avec les intellos, là. Merde, la série là, qui est diffusée sur Énergie 12, je crois. Bon, déjà, il y a les trucs de télé-réalité avec les gonzesses au nibar en plastoc, mais t'as Big Bang Theory, c'est sur Énergie 12, je crois. Voilà. Est-ce que l'Arcom veut censurer Big Bang Theory ? Voilà.
S'il fallait censurer NRJ12, c'était à l'époque où il y avait cette ordure de Morandini, par exemple. Bon, bah, ça n'a pas été fait. Donc, non, je pense qu'il faut être sérieux avec ça. Il n'y a pas du tout de menace sur l'Empire Bolloré. Ils enlèvent une fréquence. L'autre, il va pouvoir diffuser sur ses stars et il n'y a pas de problème. On en a fait un drama ridicule. Et le comble du ridicule, à mon avis, ça a été quand Hanouna, notamment, a mis en avant l'argument qui a été repris à bien des endroits, que des gens allaient être licenciés, que le problème de la fermeture de C8, c'était l'aspect social, c'était scandaleux, c'était machin, c'était bidule. Effectivement, j'entends cet argument, il est tout à fait entendable. Par contre, qu'on vienne pas m'expliquer que ça empêche Bolloré de dormir, de licencier des gens. Parce qu'in fine, c'est Bolloré qui a derrière. C'est pas Hanouna, je vous l'ai dit. Hanouna, il est producteur. Il n'a rien à voir avec C8, si ce n'est un contrat de production. Donc les gens qui vont être virés sur C8 n'ont rien à voir avec Hanouna. Il les a croisés dans les bureaux, il y a peut-être sa maquilleuse et je sais pas quoi. D'accord. Mais qu'on me fasse pas chialer sur Bolloré. Il faut être sérieux. Surtout que Hanouna ne sort plus cet argument depuis quelques semaines parce que, curieusement, Bolloré a annoncé sa volonté d'enlever les fameux 200 millions qui financent le cinéma tous les ans. Et là aussi, ça va mettre des gens sur la paille. Et Hanouna, il n'est pas venu dire qu'il fallait chialer sur les studios de Cinoche, qu'il allait devoir licencier des gens parce qu'ils n'avaient plus le pognon de Canal. Donc, c'est là où on est sur un jeu de dupes, un jeu de pognon, et on essaie de mettre des valeurs, notamment de liberté d'expression et tout ça, on essaie de mettre des valeurs dans le débat pour tromper les gens. Et je trouve ça assez scandaleux, et je trouve ça étonnant que ça soit repris aussi largement, alors qu'on nous prend pour des pimpins de manière évidente, de manière assez évidente. Donc voilà. Et Blueby3 dans le chat qui dit quelque chose de très intéressant, qui dit il fallait ouvrir sa gueule lors de la censure de RT France. Complètement d'accord. Complètement d'accord. Il y a là encore un deux poids deux mesures. Je suis tout à fait d'accord. Il y a plus de saison qui dit à la différence que l'Arcom c'est l'État et Canal c'est privé. Clem Drop qui dit je suis bien d'accord avec la grosse, ça c'est le même. Voilà, nos jours heureux, on embrasse, on adore. Stealth 5, on va peut-être économiser des films français, des films d'aube français. D'ailleurs, petit scoop. Après, j'enchaîne parce que j'ai plein d'autres thèmes à vous montrer. Petit scoop, pour ceux qui étaient à Montpellier au spectacle, ils l'ont déjà vu. Mais samedi, à Lausanne, bon, il reste que 6 places, ou 4 places, je ne sais plus. Donc, bon, dépêchez-vous. Il y a un sketch qui est écrit, qui est prêt sur le cinéma français. Voilà, parce que je vois qu'on parle de ça. Voilà. On va se foutre un peu la gueule du cinéma français. Je ne peux pas vous en dire plus, mais rendez-vous à Lausanne, rendez-vous à Aix-en-Provence. On va le refaire à Aix-en-Provence, je pense. Parce qu'on va voir. Je ne sais pas, j'ai pas décidé, j'ai rien décidé, je suis instable. Donc voilà. Lien dans le chat, les amis, pour la date de Lausanne. 4 places. 4 places, et après ce sera Aix-en-Provence le 18 janvier. Je remets le lien de toute la billetterie. Vous jetez un œil, il y a plein de nouvelles dates, c'est que du bonheur. Voilà, on enchaîne. 17h05 déjà. Trudeau, on va au Canada, tabernacle, une fouée. Ça, c'est la Belgique, Montréal. On voyage énormément dans cette émission, les copains. Justin Trudeau, on en a parlé hier. Pas beaucoup de nouvelles informations. Hein. Nos médias en ont parlé. Ça y est. Justin, au revoir. Voilà, ça dégage. Dehors, Justin. Bon, on a appris que effectivement, c'était officiel. Il allait falloir quelques semaines, hein, le temps qu'il trouve un successeur du côté de son parti et qu'il allait dégager Fissa. Mais pour la petite anecdote, je voulais quand même vous partager un truc. J'ai appris ça ce matin. En lisant les journaux, je vous partage l'histoire parce qu'elle est dingue. L'histoire, elle est dingue. Justin Trudeau, donc vous le savez, avant d'être Premier ministre, donc il est arrivé au poste de Premier ministre en 2015. Il a eu beaucoup de responsabilités politiques, beaucoup de postes. Il a été député notamment. Et d'ailleurs, cette famille, comme on dit, c'est dans l'ADN parce que son père a été l'un des plus grands premiers ministres canadiens qui a marqué l'histoire de son pays. Donc comme quoi, hein, les chats ne font pas des hamsters, comme on dit. D'ailleurs, l'aéroport de Montréal porte le nom de son daron. J'ai appris ça hier, tu vois. Donc, on en apprend tous les jours, finalement. Et j'ai appris un truc en lisant les journaux ce matin, parce que forcément, il parle hein, de Justin Trudeau, il refait un petit peu sa carrière, il nous explique, hein, il y a eu un article du Figaro qui était sidérant, il nous explique que il a commencé, il était jeune, il était beau, c'était le progressisme, c'était super. Et il raconte une histoire dont j'avais aucune connaissance, et je trouve ça mais passionnant. Justin Trudeau, quand il était député, 3 ans avant son élection, donc 2012, il s'est emboucané avec un autre député. Il s'est pris la tête avec un autre député. Et vous ne devinerez jamais comment ils ont réglé ça.
Il y a la vidéo officielle sur YouTube. Un autre député qui s'appelle Patrick Brazo. Dites-moi dans le chat si vous avez une idée de comment ils ont réglé leurs problèmes. Sans tricher, sans regarder Google, je vous connais parce qu'attention quand même. Comment qu'ils ont fait pour régler leur truc? Dites-moi dans le chat si vous avez des idées. C'est délirant, mais c'est vraiment délirant. À coup de boule de neige, nous dit Xeldor, c'est marrant, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Bras de fer pour Xtasy, c'est pas loin. Shifumi pour Bayard 92, Babcom 5, c'est pas loin. Octogone pour Philanthrope, c'est vraiment pas loin. Ça se rapproche. Ils se sont embrassés pour Karim CHUO de Pierre, non. Battle de danse pour la girafe 84, non. Duel à l'épée, ça aurait été la classe. Pour Jijo BZH, non. Concours de Poutine, non, c'est pro-russe. Boxe, ça y est, j'ai quelqu'un qui l'a. Match de boxe. Et c'est pas une vanne, il y a la vidéo, regardez, c'était il y a 12 ans. Donc en 2012, pardon, c'était en 2012. Regardez le délire. The Senator, Monsieur Patrick Brazo, a.k.a. Voilà, ça c'est son adversaire. Regardez l'autre avec ses épaules de serpent. From Papineau. A man who needs no introduction. Justin Trudeau. Et regardez la gueule du combat. Come on, shiny pony. Dance, you should ballet training. He's got the power going in on him. Avoiding Trudeau's jabs, which with his longer reach should be able to keep Brazo away. But they're not. Shiny pony's face. Don't touch the face. I don't want those beautiful lips to be bleeding. And they're hugging. I'd hug him too, Ryan. Oh my God. This is going to be this is a one-round fight, Brian. They're going 3 rounds. They are going 3 rounds. Either way, Ezra. 3 rounds, 2 minutes each, unless there's a knockout. You don't normally see knockouts in Olympic-style amateur bouts. Brazo's gasping for air. He's got more muscle, needs more oxygen. But he's still laying more punches, and the crowd is drowning out the chance of Trudeau with Brazo. That 3-inch advantage in Trudeau's reach ain't helping him today. Not when you're being... C'est un truc de taré. J'ai entendu parler de ça dans les journaux. J'avais aucune idée de ce truc-là. C'est passionnant. Mais vraiment, on est dans un monde de tarés et nos amis canadiens ont de l'avance. Enfin, en tout cas, leurs représentants politiques ont de l'avance. Donc, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc, je voulais vous montrer ça, vous partagez la vidéo. Elle est sur YouTube. Hein. Vous tapez Trudeau Brazo, B-R-A-Z-E-A-U, et vous allez voir, mais c'est délirant. Je suis d'accord avec Clem Drop dans le chat qui dit « J'arrive pas à me décider si c'est risible ou pathétique. » Je suis complètement d'accord. C'est sidérant. Mais c'est vraiment sidérant. Et donc, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Alors, c'est vrai que foutu pour foutu, moi, alors, Ishigo Bankai 38 qui dit qui gagne, c'est Trudeau. Trudeau qui gagne au point. Mais c'est un truc de dingue. C'est vraiment un truc de taré. Et foutu pour foutu, moi, je dis, faudrait faire ça en France. Parce qu'à la limite, et pour être sérieux 2 minutes, enfin, oui et non d'ailleurs, avant, il y avait les duels à l'épée. Hein. C'est vrai que ça se réglait comme ça. Jusqu'au début du 20e, si je dis pas de conneries, il y a eu des duels à l'épée. Hein. Tu t'embrouillais à l'Assemblée. Oui, toi, communiste, va te faire cuire le cul. L'autre, il pouvait quoi? Comment ça? Prends ton fleuret, rendez-vous à 14h. Fleuret. Oui, prends ton épée. En garde. Et ça se réglait comme ça. Franchement, c'était stylé. C'était stylé. Il y avait un truc d'homme, avec un H majuscule, tu vois, un truc d'individu. C'est essentiellement les hommes qui le faisaient, voir que les hommes, si je dis pas de conneries. Mais voilà, il se passe quelque chose, tu vois. Je trouve que c'était extrêmement stylé. Et on devrait refaire ça. Et à la limite, la boxe, pourquoi pas? Le noblard, comme on dit. T'as une question d'honneur. Et on aurait peut-être moins de pompes à vélo dans les instances politiques et dans les médias si ça pouvait se régler comme ça. Je pense que c'est pas complètement con. Et je suis premier degré. Hein. Alors, l'épée, il y a un truc sympa. Il y a un côté mousquetaire qui est appréciable. Mais pourquoi pas à la boxe hein. Moi, je dis, tu vois, je peux pas le blairer parce que je trouve que c'est un con. Mais Louis Boyard Macron... Delogu Macron, je signe tout de suite. Et je veux des places au premier rang. Parce que je pense qu'effectivement, Macron, il se fait ouvrir. Hein. On peut reprocher plein de trucs à Delogu, mais il est quand même gaillard, le bougre. Donc ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Puis on pourrait imaginer des combats, tu vois. Roselyne Bachelot, Attal. Je suis pas certain que Roselyne, elle prenne une branlée, tu vois.
Parce que l'autre, il est gaulé comme un porte-manteau, donc tu vois, il faut imaginer des combats. Et là, je trouve que ça devient intéressant. Si les Canadiens l'ont fait, on peut le faire. Tu vois, les Canadiens, ils ont un coup d'avance sur nous. Ils mangent un truc qui s'appelle Poutine, déjà. Donc, tu vois, déjà, ça n'a aucun sens. Il n'y a aucun autre pays au monde où il y a un plat qui a le nom d'un dictateur, d'après les médias. Hein, tu vas pas au Mozambique manger un Kim Jong-un. Ça marche pas comme ça, tu vois. Et ben, là-bas, ils ont Poutine. Et dedans, parce que comme c'est pas assez con, ils ont un fromage qui s'appelle Quick Quick. Bon, ben voilà. Nos amis canadiens, c'est un laboratoire. On les aime, on les embrasse, évidemment. On les embrasse, nos amis québécois, évidemment. Peut-être qu'il y a une surprise qui arrive si vous êtes québécois, on va voir. Mais voilà. Et ça fait plaisir. Je me dis, c'est un laboratoire de notre monde, c'est un laboratoire contemporain. Bon, bah, s'il y a de la boxe politique au Canada, il faut qu'il y en ait chez nous. Il n'y a pas de raison, sinon ça crée de la jalousie. Donc je pense qu'il faut imaginer des combats. Mon Karim qui dit Borne, l'archer, c'est pas mal. Borne l'archer, c'est pas mal. Alors le problème, c'est que s'il s'assoit dessus, l'autre, c'est un Chris Prols derrière. Donc, bon, faut faire attention. Mister Seriza 76, Marine Le Pen, Sandrine Rousseau. Alors attention à Sandrine Rousseau, parce que je pense qu'elle est teigneuse. Je pense qu'elle doit taper dans les nibards. Et il paraît que ça fait mal. J'en ai pas. Alors, si je mange un peu trop, si, mais il paraît que ça fait mal. De Rousseau, ça doit être une teigneuse. Attention quand même. Alors je pense que... Et tu vois, voilà, il y a Emmanuel LP, merci pour l'info, c'est très intéressant, qui dit « En France, les derniers duels connus sont ceux de Serge Liffard et du marquis de Cuevas en 1958 et de Gaston Defer et René Ribière en 1967, après une altercation entre les deux hommes dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, combat toujours considéré comme le dernier duel pour l'honneur en France. » Eh ben, tu vois, je pensais pas que c'était si tard. 1967, le dernier duel, t'imagines? Eh ben, tu vois, je provoque en duel Julien Pain, voilà. Mais tu vois, pas un truc belliqueux, bêtement belliqueux, tu vois, pour ressusciter l'art du duel. Si ça doit se faire à la boxe, pas de problème. Mais tu sais, dans le respect. Bonjour. Par contre, je pense que je l'ouvre. Je vous le dis, je pense que je l'ouvre. Je l'ouvre en deux, je pense. Parce que non, j'ai confiance, j'ai fait des pompes là, hier matin, je pense que je suis pas mal. Donc, non, mais blague à part, je trouve ça assez intéressant. Tu vois, je pense que ça remettrait une certaine forme de noblesse. Et parfois, on entend le discours, tu vois, devant. Alors, pas les trucs à la con, Bouba Caris de choper à l'aéroport, tu vois. Un truc encadré, un truc propre, prévu dans la loi, tu vois. Où vraiment, tu ressuscites le duel, tu ressuscites la notion d'outrage. Quand tu viens pratiquer l'outrage à un individu, il a le droit de te provoquer en duel et de te régler ton compte, dans les règles, avec des arbitres, avec la loi. Et je trouve ça chouette, moi. Je trouve ça intéressant. Je trouve qu'il y a une forme de noblesse. Et aujourd'hui, on entend un peu le discours de dire « Ouais, mais parce que c'est violent, c'est mal. » Mais la vie est violente, putain. Ouais, voilà. La vie, c'est de sale race. Voilà. On a envie de pousser les coups de gueule. La vie est violente. Et parfois, il faut accepter ce qu'il y a de positif dans la violence. Mais dans une violence encadrée, comme on pratiquait jusqu'en 1967, rendez-vous compte. Le duel à l'épée. Je veux voir s'il n'y a pas une vidéo YouTube, une archivina. Ce serait excellent, ça. Parce que je trouve ça assez dingue. Est-ce qu'il n'y a pas... Bah tiens, ouais, voilà, tu vois, il y a la vidéo du duel. C'est énorme. La vidéo du duel de 1967, Defer contre Ribière. C'est dingo, ce truc-là. Tiens, on va regarder ça, c'est intéressant. Meilleur traitement des sinistres depuis alors ça, 1994. Regarde. La vidéo du duel. Ayant déjoué la police et presque toute la presse, adversaires, juges et témoins se sont retrouvés sous les ombrages d'une résidence privée de Neuilly. Arbitre, monsieur de Lipovski. Offensé, monsieur... Les adversaires s'étaient mis d'accord sur un duel au premier sang. Monsieur Defer, qui eut déjà une explication au pistolet avec monsieur Paul Bastide, prit rapidement l'avantage sur monsieur Ribière, qui pour en être à ses premières armes semblait moins assuré. Franchement, je trouve ça giga stylé. Je trouve ça super. Bonjour à tous. Mais je trouve qu'il y en a marre aussi de ces discours de pisse froid, tu vois, pas forcément que tout le monde se mette sur la gueule et qu'on revienne au Far West, mais
quand c'est prévu par la loi, l'encadrement, de laisser aux gens la possibilité de laver leur honneur, de provoquer en duel, dans le cadre de la loi, du respect, avec un arbitre, avec ce que vous voulez. Je trouve que c'est dommage, que notre société manque de cela, parce qu'on enlève toute possibilité de confrontation. Et aujourd'hui, tu as des types qui se sentent outrés, parce que sur Twitter, on a dit qu'ils avaient des gros yeux, tu vois. Ils sont à 2 doigts de porter plainte. Je trouve ça dommage. Je trouve si on réglait les choses à coups de tartine encadrées par la loi, tu vois, avec 2 agents municipaux qui, bon ben voilà, Monsieur X, vous avez dit que la femme de Monsieur Y a ressemblé à un tonneau. Monsieur Y, vous avez provoqué Monsieur X en duel pour laver l'honneur du tonneau, enfin de votre femme. Donc, le duel, Hajime, paf, un bourre-pif. Le premier sang, la loi du premier sang, pas jusqu'à la mort, évidemment, faut pas déconner. Premier sang ou première tombée au sol, fin du combat, Monsieur X, vous avez gagné, l'honneur est lavé. Merci. Je trouve ça extraordinaire. Et tu aurais beaucoup moins de trompettes dans nos sociétés. Et notamment dans nos élites. Parce que les duels à l'épée, ça se faisait aussi, beaucoup dans l'élite. D'ailleurs, j'en sais rien. Ça, ce serait intéressant. Est-ce que le duel à l'épée pouvait se pratiquer en dehors du monde politique? Est-ce que n'importe qui pouvait se provoquer en duel? Ça, je ne le sais pas. Ça, j'en ai aucune idée. Si quelqu'un a la réponse, je suis curieux. Mais ça me donne idée, ça me donne des idées, tu vois. Puis tu peux imaginer. Ah, franchement, Julien Pain, je suis chaud. Quand il veut. Ah, ouais. En plus, il s'appelle Pain, donc il part avec un coup d'avance, tu vois. Non, je serais très, très chaud. Très, très chaud. Puis après, tu peux imaginer les combats. Tu vois, par exemple, Thomas Guénolé, Divisio. Ça peut être pas mal. Là, il y a 2 ténues, là. Ah putain, on a envie de parler bagarre. Voilà. Papacito Usul. Très bonne idée, ça. Ouais, normalement, oui, on nous dit. Ou non, c'était réglementé. Je sais pas trop. Cette histoire. Ouais, moi, j'aime bien. J'aime bien l'idée. Bon, bref, on va pas faire 3 heures là-dessus. C'est pas non plus. Voilà. Tu vois, vous allez rire. Attends. Contenu choquant et explicite sur TikTok, on a une alerte. Apparemment, c'est choquant ce qu'on a dit. C'est le duel à l'épée. Et c'est encore diffusé ou pas? TikTok à la on est là, apparemment. Apparemment, ça marche. Hein. C'est dingue. Hein. Ouais, bon, écoute, je sais pas. Apparemment, TikTok, ils ont pas aimé. Hein. Ils ont pas aimé. Donc, bon, en même temps, s'ils sont sur TikTok, ils sont sur TikTok. Bon, bref, on continue. On continue, les amis, avec une autre actualité avant de passer au gros morceau de l'émission du jour. Hein, on va parler de ces gangs de violeurs en Grande-Bretagne. Donc, sujet lourd, mais vous savez, sur Juste Milieu, on parle de tout, hein, évidemment. On a commencé en parlant de fléchettes. On parle désormais, on parlera de cet autre thème. Mais d'abord, Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg a les fesses qui font bravo. On est sur un incroyable caca culotte de Mark Zuckerberg. C'est une vidéo qui est sortie il y a quelques heures. Hein. C'est aujourd'hui. Je vais vous montrer la vidéo. Lisez bien, il y a les sous-titres en bas. Voilà. Vous allez tout voir. 5 minutes d'allocution de Mark Zuckerberg. Et après, on débriefe tout ça. C'est vraiment... Je l'ai mal présenté. Je l'ai mal amené, parce que vraiment, on est sur un changement majeur à venir sur Facebook et Instagram. Je vous laisse découvrir ce qu'il nous dit et on débriefe juste après. I want to talk about something important today, because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. I started building social media to give people a voice. I gave a speech at Georgetown 5 years ago about the importance of protecting free expression, and I still believe this today. But a lot has happened over the last several years. There's been widespread debate about potential harms from online content. Governments and legacy media have pushed to censor more and more. A lot of this is clearly political, but there's also a lot of legitimately bad stuff out there. Drugs, terrorism, child exploitation. These are things that we take very seriously, and I want to make sure that we handle responsibly. So we built a lot of complex systems to moderate content. But the problem with complex systems is they make mistakes. Even if they accidentally censor just 1% of posts, that's millions of people. And we've reached a point where it's just too many mistakes and too much censorship. The recent elections also feel like a cultural tipping point towards once again prioritizing speech. So we're going to get back to our roots and focus on reducing mistakes, simplifying our policies, and restoring free expression on our platforms. More specifically, here's what we're going to do. First, we're going to get rid of fact checkers and replace them with community notes, similar to X, starting in the US. After Trump first got elected in 2016, the legacy media wrote non-stop about how misinformation was a threat to democracy.
We tried in good faith to address those concerns without becoming the arbiters of truth. But the fact checkers have just been too politically biased and have destroyed more trust than they've created, especially in the US. So over the next couple of months, we're going to phase in a more comprehensive community notes system. Second, we're going to simplify our content policies and get rid of a bunch of restrictions on topics like immigration and gender that are just out of touch with mainstream discourse. What started as a movement to be more inclusive has increasingly been used to shut down opinions and shut out people with different ideas, and it's gone too far. So I want to make sure that people can share their beliefs and experiences on our platforms. Third, we're changing how we enforce our policies to reduce the mistakes that account for the vast majority of censorship on our platforms. We used to have filters that scanned for any policy violation. Now, we're going to focus those filters on tackling illegal and high-severity violations. And for lower severity violations, we're going to rely on someone reporting an issue before we take action. The problem is that the filters make mistakes, and they take down a lot of content that they shouldn't. So by dialing them back, we're going to dramatically reduce the amount of censorship on our platforms. We're also going to tune our content filters to require much higher confidence before taking down content. The reality is that this is a trade-off. It means we're going to catch less bad stuff, but we'll also reduce the number of innocent people's posts and accounts that we accidentally take down. Fourth, we're bringing back civic content. For a while, the community asked to see less politics because it was making people stressed, so we stopped recommending these posts. But it feels like we're in a new era now, and we're starting to get feedback that people want to see this content again. So we're going to start phasing this back into Facebook, Instagram, and Threads while working to keep the communities friendly and positive. Fifth, we're going to move our trust and safety and content moderation teams out of California, and our US-based content review is going to be based in Texas. As we work to promote free expression, I think that it will help us build trust to do this work in places where there is less concern about the bias of our teams. Finally, we're going to work with President Trump to push back on governments around the world that are going after American companies and pushing to censor more. The US has the strongest constitutional protections for free expression in the world. Europe has an ever-increasing number of laws institutionalizing censorship and making it difficult to build anything innovative there. Latin American countries have secret courts that can order companies to quietly take things down. China has censored our apps from even working in the country. The only way that we can push back on this global trend is with the support of the US government. And that's why it's been so difficult over the past 4 years when even the US government has pushed for censorship. By going after us and other American companies, it has emboldened other governments to go even further. But now we have the opportunity to restore free expression, and I am excited to take it. It'll take time to get this right, and these are complex systems. They're never going to be perfect. There's also a lot of illegal stuff that we still need to work very hard to remove. But the bottom line is that after years of having our content moderation work focus primarily on removing content, it is time to focus on reducing mistakes, simplifying our systems, and getting back to our roots about giving people voice. I'm looking forward to this next chapter. Stay good out there, and more to come soon. Voilà pour cette vidéo de Mark Zuckerberg. Donc c'est vraiment assez extraordinaire. J'ai vu quelques commentaires dans le chat qui évoquaient la prudence nécessaire. Il pouvait s'agir évidemment peut-être d'une vidéo par intelligence artificielle. Si vous tapez sur Twitter, l'AFP en a parlé, le site ABC aux États-Unis en a parlé. Vous avez plusieurs sources. Mais Julien Pain en a parlé, donc on est bon. Vous avez plusieurs sources médiatiques, voilà, l'AFP ici, qui a évoqué cet article. Donc, bon, à moins que tout le monde se plante, mais je pars du principe que là, si c'est repris par de gros médias internationaux, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, on peut être sûr de la véracité de ce contenu. En tout cas, on peut pour l'instant en être assuré. Voilà. Alors, beaucoup de choses à dire sur ces révélations d'Elon Musk. On va essayer de le résumer assez rapidement. Avec pour moi 2 grands angles qui sont intéressants à mettre en avant. C'est un gigantesque caca-culotte de Mark Zuckerberg qui sent le vent tourner. Là, on est clairement sur un ouragan en pleine tronche et qui voit que
avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir et l'aéropage de gens qui l'accompagnent, les Elon Musk, les Ramaswamy, les Rubio et compagnie, la mayonnaise va pas être la même qu'avant. Et en bon capitaliste lâche qu'est Mark Zuckerberg et que sont bon nombre de grands capitalistes, de grands capitaines d'industrie américains, comme notamment, comment il s'appelle, Tim Cook chez Apple, ou encore Jeff Bezos, qui lui aussi a fait un demi-tour incroyable en étant finalement avec Trump, en ayant hâte de travailler avec Donald Trump. On est en train de voir que les patrons des grandes entreprises américaines tournent leur casaque parce qu'il va falloir se soumettre au pouvoir comme elles se soumettent tout le temps au pouvoir. Donc l'enseignement, il est d'abord là. C'est pas pour protéger Mark Zuckerberg. Les grands milliardaires sont des lâches comme les autres. Tous les milliards du monde n'achètent pas le courage et l'éthique. Donc n'oublions pas que le dollar, le monde du dollar, que Wall Street est un monde qui reste soumis au pouvoir américain. Et depuis l'histoire du XXe siècle nous l'a enseigné, l'histoire du XXIe nous le confirme. Les grands capitaines d'industrie américains ont quasiment tout le temps été dans le sens du pouvoir. Donc quand le pouvoir en place voulait des idéologies anticommunistes, Disney faisait des dessins animés anticommunistes, beaucoup d'entreprises mettaient en avant des discours anticommunistes. Aujourd'hui, la tendance est plutôt woke, l'été, et avec Trump, le vent tourne, et maintenant l'heure est à la liberté d'expression. Cette liberté d'expression appelée complotisme, il y a encore 2 ans, sur Facebook par Zuckerberg lui-même. Donc, il faut être assez clair là-dessus, qui est que la grande partie des capitaines d'industrie américains sont en quelque sorte des prostituées de luxe qui sont toujours dans le sens du vent, de sorte à protéger leur business. On est d'accord, on n'est pas d'accord, il n'y a pas de jugement moral là-dessus, si vous voulez. Chacun protège son business. Ils sont dans le sens du vent et ils sont prêts à toutes les courbettes nécessaires pour ne pas se faire taper dessus. On l'entend, on l'entend pas, libre à chacun d'en penser ce qu'il veut. Les déclarations de Zuckerberg vont dans ce sens-là. Il anticipe l'arrivée de l'administration Trump. D'une certaine manière, il accepte, il confesse, sans jamais vraiment le dire, d'ailleurs ce qui témoigne de la lâcheté du bonhomme, il confesse avoir été entièrement soumis au pouvoir précédent, avoir fait ce qu'on lui avait dit de faire, notamment de la censure, cette fameuse censure sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram, les réseaux du groupe Meta, cette censure qui était du complotisme. On se rappelle quand beaucoup de gens parlaient de censure sur ces réseaux-là, que des informations sur des affaires sensibles comme le Covid, comme l'affaire Hunter Biden, comme l'Ukraine, des informations étaient censurées. Zuckerberg te le dit. Aujourd'hui, il te le dit les yeux dans les yeux. Donc, encore un complot devenu réalité. Mais Zuckerberg prépare le terrain, à la limite, on peut comprendre à peu près l'idée. Donc voilà, c'est là encore pour faire du marxisme assez fastoche, mais le capital et cette éolienne qui tourne toujours dans le sens du vent. C'est valable aux États-Unis, c'est valable partout. Et ce sera le cas en France si demain le RN arrive au pouvoir ou je ne sais quel autre parti. On a beau dire, on a beau faire, la résistance est de plus en plus dure à partir du moment où cette alternative se rapproche, mais à partir du moment où l'alternative a renversé la force, le grand capital va dans le sens de cette alternative. C'est malheureusement très souvent comme ça. L'histoire récente nous l'a démontré et ça continue. Ça continue de cette manière-là avec un caca culotte qui rappelle des gens comme Geoffroy Lejeune ou Christine Kelly, on en a parlé l'année dernière, des gens qui assument sans trembler du museau avoir menti aux gens, avoir trahi, n'avoir pas fait leur travail et qui espèrent quand même continuer à être dans le bon sens du vent avec des aveux assez moisis. Mais bon, voilà, pour moi, la dynamique morale, la dynamique intellectuelle, elle est la même. C'est vraiment, voilà, la lâcheté qui prétend s'appeler honnêteté, donc courage. Donc voilà, ce que Zuckerberg, c'est un retournement assez incroyable. Ça, c'est le premier niveau d'analyse que je voulais vous proposer. Et le deuxième, parce que je pense qu'il faut être honnête intellectuellement, vous connaissez toutes mes réserves sur Trump, deuxième épisode. Vous connaissez toutes mes réserves sur Elon Musk. Je vous renvoie vers cette vidéo qu'on a faite sur YouTube. Si jamais vous n'avez pas vu passer ça, j'avais proposé une petite mise en garde, un petit appel à la vigilance sur Trump et Musk. C'est cette vidéo-là. Attendez que je la retrouve.
Ça date un peu déjà, attends. Non, c'est pas... C'est où? Ah, c'est sur Juste Milieu VOD, peut-être. Ah, c'est pas impossible, ça. Attends. Regarde. Peut-être que c'est sur l'autre chaîne. Faudrait que je sois au courant des vidéos qu'on publie, hein, parce que ça nous aiderait. Merde, mais non, mais je l'ai pas publié, en fait. Je l'ai pas publié, mon analyse de Trump et Musk. Ah, tu vois, je pensais. Ah ben, j'apprends des trucs, tiens. J'apprends des trucs. Ah, si. Non, c'est ça. Oui, si, c'est ça. Pardon, c'est celle-là. Trump président, analyse à froid. Voilà, c'est cette vidéo-là. Les amis, je vous la mets dans le chat hein, si vous voulez rattraper un petit peu ça, parce que moi j'ai essayé de développer un peu pourquoi, les raisons pour lesquelles pour moi il fallait être prudent et éviter d'être trop dithyrambique à la fois sur Trump, deuxième épisode, et sur Elon Musk. Donc, autant j'ai pu dire ça, et je ne reviens pas sur un centimètre de ce que j'ai dit, mais autant sur ce changement de sens du vent qui entraîne notamment un arrêt assez brutal des pratiques de censure sur les réseaux sociaux et bientôt dans les médias américains, à mon avis, faut l'attendre et l'espérer, c'est une victoire. C'est une immense victoire du camp Trump, du camp Musk. Là, il faut être honnête intellectuellement. Mes réserves n'empêchent pas de reconnaître cette immense victoire pour la liberté d'expression, contre la censure, contre la manufacture du consentement, comme disait Walter Lippmann. Je crois qu'il faut, voilà, il faut le saluer. Je tire ma casquette, je tire mon chapeau là-dessus. Toutes mes réserves n'empêchent pas de reconnaître le mérite assez incroyable qu'a d'ores et déjà ce deuxième mandat de Donald Trump, qui contribue à changer le cours de l'histoire, en tout cas de l'histoire contemporaine, sur les pratiques de censure et de volonté d'encadrement de ce que pensent les populations. Et sans trop de doute, ce qui se passe sur les réseaux sociaux sera suivi des faits dans les médias américains. Donc je pense qu'il y a un véritable renversement qui est en train de s'opérer, que je trouve vraiment très intéressant, qu'il faut accepter, qu'il faut applaudir, parce que ça va dans le sens de ce pourquoi je milite tous les jours. Donc je suis très heureux vraiment de ça, et je pense que ça peut avoir des répercussions aussi en Europe. Alors, affaire à suivre, on va voir, là on est un peu plus dans l'hypothétique, mais là ça va commencer à avoir les fesses qui font bravo du côté des instances européennes, dans la mesure où ils se font lâcher par Zuckerberg lui-même. Donc là, l'Union européenne, déjà que elle voulait censurer TikTok parce que c'est chinois, censurer Twitter parce que c'est Elon Musk. Si en plus il faut commencer à censurer le groupe Meta et les réseaux sociaux de Zuckerberg, en gros il va nous rester Copain d'avant et Uber Eats. Donc ça va être compliqué. Donc l'Union européenne va devoir présenter son vrai visage, dans la mesure où si on lui enlève l'instrument de la censure et la capacité des médias à avoir fait passer des vessies pour des lanternes auprès des citoyens, si on enlève tout ça à l'UE, il va juste rester une entité géopolitique dictatoriale. Et ça va se voir. Et d'ailleurs, ils n'auront même plus le luxe de cacher les choses. Donc, je trouve que c'est très positif qui se passe. Je suis vraiment très heureux. On reste prudent, affaire à suivre. Hein. Il se passe ça, il faut le saluer. Ça ne fait pas de Musk un ange, ça ne fait pas de Trump un ange. Mais il y a des mérites qui sont à saluer et qui sont salutaires. Donc, affaire à suivre. On en reparlera, les amis, assurément. Je pense qu'on en reparlera dès demain de ça, parce que c'est une jolie victoire. Et ce revirement de Musk, au-delà de la lâcheté du bonhomme, doit être applaudi, à mon avis, pour ce que c'est. Et je trouve ça très positif. Voilà. On continue, les amis. Et puis en plus, oui, je suis con. Non. On continue pas, hein, on salue Elon Musk, Mark Zuckerberg, qui met au chômage nos fact-checkers préférés et qui annonce arrêter avec les pratiques de fact-checking sur Facebook. Donc on a une pensée pour Rudy Reichstadt, Julien Pain et Tristan Mendes France, qui définitivement prouvent qu'ils ont une utilité moins importante que celle d'un Kleenex, dans la mesure où dans le Kleenex, au moins on lui pleure dessus. Les fact-checkers, pas sûr. Donc on vous embrasse. Merci pour tout. C'était super. C'était du bonheur. Vous nous avez fait marrer. On vous oublie pas. On est avec vous. Mais voilà. À bientôt, parce que là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de continuer. Il y aura peut-être de la place sur des petits réseaux sociaux à droite à gauche. Là, ça va être un petit peu de temps d'axe, parce que si plus personne vous prend au sérieux... Là, c'est chaud. Donc voilà, petite pensée émue pour eux. Alors, les amis, on continue le gros thème. Le gros thème de la vidéo aujourd'hui. Je voulais absolument parler de ça. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est un sujet lourd.
c'est un sujet lourd, sujet très complexe, qui ressort ces derniers temps. On va en parler, on va résumer les faits assez rapidement parce que beaucoup de choses ont déjà été dites et je veux me concentrer sur une tentative d'analyse que je vais vous proposer face à une petite musique qui s'installe et qui me semble peut-être un poil problématique. Cette affaire des grooming gangs, vous avez entendu parler peut-être en Grande-Bretagne, ces gangs de violeurs d'origine pakistanaise pour la plupart, qui sévissent en Grande-Bretagne depuis le début des années 80, dans des villes comme Rotherham, Rockdale ou encore Telford. Pédocriminalité, antiracisme, malhonnêteté médiatique, voire aveuglement volontaire. On est face à un scandale inimaginable dont certaines strates sont à peine en train d'être découvertes parce que l'affaire ressort de plus en plus ces dernières années, notamment Elon Musk qui en a parlé sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines. Ce qui contribue à déterrer l'affaire que beaucoup d'instances médiatiques et politiques en Grande-Bretagne et ailleurs avaient contribué à cacher. On va parler de tout ça parce que c'est une affaire gravissime et pour moi, on est en train de se planter, enfin en tout cas le commentaire général qui est fait se plante peut-être dans l'angle général du traitement de cette affaire. Alors, je vous résume un peu tout ça. C'est une affaire de dingue, une affaire gravissime qui dépasse l'entendement, même dans le domaine des rudes affaires pédocriminelles que l'on connaît. Pour vous résumer l'histoire, on parle de centaines de petites filles entre 10 et 15 ans, petites filles et jeunes filles entre 10 et 15 ans, majoritairement blanches, violées pendant des années par un gang essentiellement composé de Pakistanais ou de Britanniques d'origine pakistanaise dans plus d'une dizaine de villes de Grande-Bretagne. Donc je reprends vraiment ce qui est dit, l'acception classique dans les articles qui parlent de ça. On parle notamment de la ville de Telford, qui est l'une des premières à avoir été touchée au début des années 80. Ces crimes-là, ça, c'est un véritable système, si vous voulez, entretenu, un système criminel entretenu dans plusieurs villes, avec une véritable mécanique, des centaines, des milliers d'enfants qui ont été abusés, et des autorités qui n'ont rien fait. Avec l'argument numéro 1 qui est sorti aujourd'hui parce que les langues se délient et depuis 10 ans environ en Grande-Bretagne, on commence à avoir des enquêtes qui ont été présentées par certains médias britanniques et ailleurs en Occident comme du complotisme, l'extrême droite, enfin classique comme d'hab. On commence à comprendre, les langues se délient et évoquent le fait que si ces affaires n'ont pas fait plus de bruit, c'était par peur d'accusations de racisme, notamment du côté de la police et des médias en Grande-Bretagne. Donc, c'est une histoire de dingue. Comme je vous l'ai dit, je résume très très vite dessus. Je sais que Carl Zero a déjà publié des éléments vidéo sur ça. Georges, la chaîne de Georges, prépare une enquête fouillée là-dessus. Donc, je vous renvoie vers son boulot qui devrait sortir ce dimanche-là, 10 janvier ou 11 janvier, je ne sais plus. Donc, je veux vraiment me concentrer sur l'analyse médiatique qui est faite là-dessus. Il y aura des résumés des faits beaucoup plus complets, beaucoup plus fouillés que ce que je propose là. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur d'autres chaînes YouTube, c'est normal, envoyé vers tout le monde. On n'est pas là pour se battre les vues. Quand il y a du boulot qui est bien fait, il faut aller voir. Voilà. Chacun son truc, il n'y a pas de problème. Là, je vais essayer d'être plus dans l'analyse qui est proposée et de vous proposer ma grille de lecture là-dessus. Donc, pour revenir aux faits, ce qui a commencé à mettre le feu aux poudres, c'est le témoignage d'Andrew Norfolk, journaliste du Times en Grande-Bretagne, qui, dès 2011, a dénoncé ces affaires et il a été accusé déjà à l'époque de cibler la minorité anglo-pakistanaise. Alors déjà, on a présenté son travail comme un travail en fait raciste, qui présentait les faits sous un angle raciste. Et Andrew Norfolk avait dit à l'époque « Je n'y croyais pas moi-même, j'avais l'impression que c'était un canular monté par l'extrême droite ». On a des révélations folles. Je vous montre une enquête parmi les plus complètes qui ait pu sortir ces derniers temps. C'est chez Marie-Claire, donc comme quoi, il y a de bonnes bêtes sous tout poil, qui fait une enquête sur... l'article s'appelle « Les viols étouffés des petites filles de Rotherham », donc pour vous dire voilà, le domaine dans lequel on est. Et comme dit, ces éléments ressortent. Je vais vous expliquer pourquoi l'affaire revient, pourquoi ça n'arrange pas beaucoup de monde, mais on a beaucoup d'enquêtes qui étaient sorties il y a déjà 10 ans, notamment sur YouTube, je vais vous en montrer une, et surtout autour de la ville de Telford. Maintenant, on est en train de comprendre que tout ça s'est passé dans plusieurs villes, avec à chaque fois les mêmes mécaniques. Et voilà ce que nous dit l'article de Marie-Claire. C'est rude, Pendant des années, des professionnels ont pourtant donné l'alerte.
Dès 2002, une chercheuse qui souhaite rester anonyme réunissait les noms des agresseurs, méthodes, lieux, description des délits, assez d'informations pour faire tomber les pédophiles. Des policiers l'ont menacé de communiquer son adresse aux agresseurs. Pour mener ce travail à bien, elle travaillait avec les seules personnes en qui ses filles avaient confiance à l'époque, l'équipe de Risky Business, projet social d'écoute et de conseil aux victimes d'exploitation sexuelle et aux jeunes à risque, dirigé depuis 1997 par Jane Senior, une femme énergique qui tentait de lever l'omerta. Les bureaux de Risky Business ont été cambriolés et les dossiers volés. En 2010, Jane Senior a convaincu Rupert Chang, policier clean, de se mettre sur l'affaire. Il connaissait certains de ces individus, des gens violents et dangereux, des voyous notoires impliqués dans des trafics de drogue et leurs proches, taxis qui venaient chercher les filles à l'école, épiciers ou restaurateurs, des réseaux semi-organisés plus que mafieux. À Rotherham, c'est presque un business familial, explique le sergent Chang. Son enquête, baptisée Opération Centrale, est la seule ayant conduit en 2010 à l'arrestation et à l'emprisonnement de 5 agresseurs d'une cinquantaine de filles. Donc, pour vous dire l'ampleur des faits, là je prends quelques éléments, comme je vous l'ai dit, à droite à gauche, mais pour bien comprendre en fait le mode opératoire et pour bien comprendre les tentatives d'étouffement de toutes ces révélations qui se sont produites et qui se produisent encore dans des villes de Grande-Bretagne. Donc, on a les chiffres diffèrent, on parle de plusieurs milliers d'enfants abusés, près de 200 criminels impliqués, rien que pour la ville de Telford, sauf erreur. Et alors, on arrive dans le contexte médiatique actuel. On arrive dans ce qui se passe et les raisons pour lesquelles je voulais vous parler de cette affaire, au-delà de la gravité, évidemment, des faits. On commence à avoir des prises de position médiatiques, un peu différentes, diverses et variées. On a notamment J.K. Rowling, vous le savez, c'est l'auteur d'Harry Potter, qui prend des positions sociales de plus en plus importantes et des positions médiatiques de plus en plus importantes. Elle a écrit ceci très exactement le 2 janvier 2025. Les détails qui émergent sur ce que les gangs de violeurs ont fait aux filles de Rotherham sont carrément horribles. Les allégations d'une possible corruption policière dans cette affaire dépassent presque l'entendement. On a eu une enquête du Télégraphe le 4 janvier 2025, toujours en Grande-Bretagne, qui nous dit ceci dans le chapeau: les enfants victimes de viol se sont vus refuser justice et protection par l'État pour préserver l'image d'une société multiculturelle prospère. Donc voilà tout ce qui sort de manière médiatique, de manière assumée, de manière claire, et ce qui ne permet plus aujourd'hui de mettre le couvercle qui a été mis pendant plus de 40 ans sur ces affaires-là en Grande-Bretagne. On continue pour essayer d'être complet quand même dans le traitement. On a le cas d'un bonhomme qui est au milieu de tout ça et qui est souvent servi que l'on utilise souvent comme épouvantail pour éloigner les regards indiscrets de ces révélations. C'est le cas de Tony Robinson. Alors ce monsieur, vous en avez peut-être entendu parler. Beaucoup de médias nous ont expliqué que c'était plus ou moins... Non, déjà, c'est pas lui, qu'est-ce que je raconte Attends, je me suis planté sur le prénom. C'est Tommy, pas Tony, Tommy Robinson, excusez-moi, c'est lui. Tommy Robinson, qui est présenté par nos médias, si vous voulez, comme une sorte de Hitler britannique, qui est un monsieur qui n'est pas un enfant de cœur. On va être très clair. Il a été condamné plusieurs fois, hooliganisme, prison avec sursis, utilisation de frauduleuse de passeport, fraude hypothécaire. On est sur un bonhomme tendance nationaliste, extrême droite, mouvement hooligan. On n'est pas sur un tendre qui s'est fait connaître ces 15-20 dernières années pour son engagement anti-islam et anti-migrant, avec notamment le lancement d'un mouvement politique qui s'est rapproché de la dite extrême droite britannique, tendance Brexit. Et ce monsieur est actuellement emprisonné pour une manifestation contre l'immigration illégale. Il est toujours en prison. Musk a tweeté récemment pour demander sa libération. Et ce monsieur s'est fait connaître également pour être en première ligne pour dénoncer justement ces gangs de violeurs qui sévissent à travers toute la Grande-Bretagne. Et pour tenter de détourner un peu l'attention, on met souvent en avant le nom de Tommy Robinson pour expliquer que finalement, c'est un délire d'extrême droite parce que c'est porté par un mec que l'on peut rapprocher de l'extrême droite. Voilà un petit peu les ficelles journalistiques qui sont utilisées pour éviter que les gens ne parlent trop de cette affaire. Je vous ai trouvé une vidéo sur une chaîne YouTube qui s'appelle Sofzilog. Malheureusement, j'ai appris que le créateur était décédé. Le créateur de cette chaîne YouTube était décédé depuis, donc on salue sa mémoire évidemment, et qui a été parmi les premiers sur le YouTube francophone à faire une enquête sur ce qui s'est passé. Je vous montre cette enquête, on va regarder pendant plusieurs minutes pour avoir d'autres informations encore, pour bien comprendre l'ampleur de ce qui est dénoncé, et ce qui va, à mon avis, vous rendre encore plus jobard quand je vais vous dire, et je vais vous parler du traitement médiatique qui est réservé, avant de vous proposer des éléments d'analyse sur ce qu'on est en train de rater, à mon avis, sur le commentaire de cette affaire. Il y a quelques semaines, le scandale de Telford a éclaté en Grande-Bretagne.
plus d'1 millier de petites filles, principalement entre 10 et 15 ans, ont été violées, prostituées, trafiquées, humiliées, torturées et même assassinées sans que la police ou les services sociaux ne fassent quoi que ce soit, si ce n'est intimider les petites victimes pour qu'elles se taisent, brouiller les pistes en perdant les dossiers, les preuves et les traces ADN. Les médias et les politiciens ont activement démoli la vie de ceux qui osaient prendre la parole pour dénoncer et alerter le public. Pourquoi ? Eh bien, la raison est même écrite noir sur blanc dans les rapports officiels, c'est la peur de se faire traiter de raciste. Les petites filles sont blanches, les violeurs sont des Pakistanais musulmans. Par conséquent, les assistants sociaux, la police et les médias ont préféré taire ça pendant des décennies plutôt que de mettre les pieds dans un terrain glissant. Voici juste un seul exemple. Des policiers sont appelés par des voisins parce qu'ils entendent une petite fille hurler. Ils trouvent une petite fille de 11 ans, nue et bourrée à l'alcool, entourée par 7 hommes pakistanais. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont arrêté la fille pour état d'ivresse et ils n'ont même pas questionné les abuseurs. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Alors aujourd'hui, on parle du scandale dans la ville de Telford, mais il n'y a pas si longtemps, en 2015, il y avait le scandale de Rotherham, une autre ville dans laquelle plus de 1500 petites filles ont été dégradées dans les mêmes conditions. Pour comprendre Telford, il faut comprendre ce qui s'est passé à Rotherham, parce que c'est précisément la même chose. À l'époque de ce scandale, silence radio total dans les médias français. Mais pour Telford, contrairement à Rotherham, la nouvelle a fait une toute petite percée dans les médias français. Enfin, plus ou moins. J'ai récolté et traduit certains des rares bouts de docu et d'interventions journalistiques qui parlent honnêtement du phénomène. Alors au-delà du silence et de la désinfo des médias français, cette vidéo vous donnera une bonne vue d'ensemble pour comprendre ce qui s'est passé, ce qui continue de se passer et surtout pourquoi ça a pu arriver sans que personne ne bouge le petit doigt. Bon visionnage. Et s'il vous plaît, abonnez-vous. Our conservative estimate is that at least 1,400 individual children in Rotherham were victims of sexual exploitation over the 16 years. There were examples of children being doused with petrol and threatened with being set alight. They were threatened with guns, made to witness brutally violent rapes, and threatened they would be the next if they told anyone. Girls as young as 11 were raped by large numbers of male perpetrators. One of the young English children that was being raped at a house directly opposite this mosque on Mosque Way, a road that's been renamed as Mosque Way. In these cases, one of the victims had the letter M, inscribed with a burning hot iron mark on her bum, M, because she'd become the property of Muhammad. Another girl had her tongue nailed to a table. There's another court case now with 17 Muslim men who are in court for the prostitution and rape of young 12-year-old English white girls. Voilà, donc un extrait de cette vidéo, les amis, pour comprendre et prendre la mesure une fois de plus du drame qui se joue là. Donc je le redis, la vidéo de ce créateur qui est décédé en 2019, qu'on salue sa mémoire évidemment, ce créateur YouTube. Donc voilà, vous avez à peu près une idée terrible de ce qui s'est passé, des faits qui sont évoqués dans ces villes de Grande-Bretagne. Là, on commence à se rapprocher de la période actuelle et du traitement médiatique qui est fait et des raisons pour lesquelles cette affaire est en train de revenir au premier plan. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça n'est pas la première fois qu'on en parle. Et c'est ce que dit la vidéo. Il y a eu une tentative il y a environ 10 ans, puis il y a, c'est ça, un peu moins de 10 ans, où on avait parlé de l'affaire de Telford, et notamment Le Figaro. Le Figaro du 19 mars 2018, donc je vous montre ça. Telford, un scandale de viol collectif par des gangs indo-pakistanais refait surface. Le Figaro avait fait un article, c'est celui-là, avait fait un article reprenant une enquête du Sunday Mirror, sortie en Grande-Bretagne, et on pouvait lire ceci dans le début de l'article, pour vous dire ce qu'avait relaté Le Figaro. Comment les services sociaux, la municipalité de Telford et même les forces de police ont-ils pu fermer les yeux sur les agissements d'un réseau d'agresseurs pédophiles d'origine indo-pakistanaise pendant près de 40 ans? Dans une longue enquête parue la semaine dernière, le Mirror estime qu'ils ont pu faire jusqu'à 1000 victimes, principalement des jeunes filles de la classe ouvrière blanche de cette ville du nord de l'Angleterre. Aujourd'hui, les institutions de cette petite ville du nord de la Grande-Bretagne sont accusées d'avoir tenté de minorer, voire d'étouffer les agissements de ces gangs criminels par peur d'être accusés de racisme. Donc, ça, c'est ce qu'avait dit Le Figaro. On avait eu aussi Charlotte Dornelas, journaliste qu'on peut classer plutôt à droite de l'échiquier, qui en avait parlé. C'était sur le plateau de CNews le 2 novembre 2021. Vous vous souvenez, à Rotherham, donc c'était une petite ville, il y avait des centaines
de petites filles, de 10 ans à 15 ans, qui avaient été violées pendant des années par un gang de personnes d'origine pakistanais ou d'origine pakistanaise. Et quand le scandale a explosé, une enquête a été menée. D'ailleurs, c'est arrivé ensuite dans plusieurs autres villes en Angleterre, mais dans cette ville, je suis certaine, l'enquête a été menée auprès des services sociaux, auprès des policiers, qui avaient eu des informations, des témoignages, des plaintes de ces gamines. Et dans plusieurs cas, les services sociaux, les personnes qui avaient entendu dire ça, avaient dit oui, mais on n'a rien fait parce qu'on avait peur de l'accusation de racisme. Donc la peur de l'accusation de racisme, parce qu'évidemment on n'est jamais sûr quand c'est un témoignage, quand c'est une plainte, est-ce que c'est vrai, est-ce que la peur de l'accusation de racisme avait prolongé l'existence de ce gang qui violait des gamines. Donc on se dit, il y a peut-être des gamines qui sont violées par un gang, mais j'ai trop peur de me faire accuser de racisme. Voilà le poids. Voilà. Donc Charlotte Dornelas qui avait parlé de cette affaire-là. En gros, pour résumer, l'affaire de Telford avait trouvé des échos médiatiques, en France en tout cas, dans des médias dits à droite ou à l'extrême droite. Donc on va être très clair. Et d'ailleurs, comme l'a montré la vidéo que je vous ai mise en avant, d'autres médias français avaient dit ouais, c'est une affaire, c'est la fachosphère, comme d'habitude, sur une mécanique éculée que l'on connaît maintenant et qui est tout à fait scandaleuse, mais qui, on l'espère, est en train de vivre ces derniers moments dans la mesure où les gens sont en train de comprendre que ça n'est ni plus ni moins qu'une forme de la fabrique du consentement et une forme pour duper les esprits, parce que là, en l'occurrence, la nationalité des gens, à mon avis, n'importe pas. On y reviendra dans quelques minutes. Là, on arrive en 2024. Fin 2024, début 2025. On arrive au moment où je vous parle, parce que, comme je vous l'ai dit, Elon Musk a tweeté pour évoquer cette affaire, a parlé de ce qui se passe en Grande-Bretagne. Il a dénoncé le Premier ministre Keir Starmer. Donc Elon Musk lui reproche d'avoir été aux manettes d'un poste politique qui était en charge justement de la lutte, notamment contre ces affaires, et que Starmer aurait plus ou moins fermé les yeux, qu'il était censé être au courant alors qu'il ne l'était pas. On est sur des rouages politiques peut-être un peu plus complexes. En tout cas, Elon Musk, du haut de ses plusieurs dizaines de millions d'abonnés, a mis en avant cette affaire. Donc il a mis une lumière assez extraordinaire. De quoi forcer nos médias français d'en parler encore très récemment. Voilà ce qu'on a pu avoir, un petit méli-mélo de ce qu'on a eu dans les médias français ces derniers jours. Social X, il appelle à la libération d'une figure de l'extrême droite, Tommy Robinson. Libérez Tommy Robinson. Le militant identitaire est accusé entre autres d'avoir attisé les violences anti-migrants qui ont éclaté cet été dans le pays. Elon Musk réclame aussi la démission du Premier ministre britannique, Keir Starmer. Starmer doit partir et il doit être poursuivi pour sa complicité dans le pire crime de masse de la Grande-Bretagne. Il lui reproche de ne pas avoir enquêté sur un vaste réseau pédocriminel en 2013, alors qu'il était à la tête du service du procureur. De fausses accusations. Dans le nord-est de l'Angleterre, à Rotherham, où plusieurs milliers de jeunes filles, pour la plupart blanches, de nationalité britannique et âgées entre 10 et 15 ans, sont violées et prostituées par des gangs pendant des années. Un silence auquel le milliardaire américain Elon Musk a décidé de mettre fin sur X. Les viols de masse en Grande-Bretagne sont toujours d'actualité. Le pire crime de masse jamais commis contre le peuple britannique. Une affaire étouffée selon Elon Musk par Keir Starmer, actuel Premier ministre du Royaume-Uni, qui dirigeait alors le service des poursuites judiciaires. Starmer a été complice de l'affaire des viols en Grande-Bretagne. L'autorité est responsable de 200 Donc voilà ce que l'on dit dans les médias français. En gros, c'est la faute de Musk. C'est la faute d'Elon Musk. C'est la faute de Musk si on parle de cette affaire. Pour vous dire à quel point ça n'arrange pas nos médias français, visiblement, de parler de ça, regardez ce qu'on a pu avoir. Il faut que je vous retrouve l'article de 20 minutes qui a été publié, 20minutes.fr. Voilà. Affaire de pédophilie, pourquoi Elon Musk s'attaque-t-il au gouvernement anglais? En réveillant un scandale caché de pédophilie du début des années 2000, Elon Musk cherche avant tout à attiser la haine contre les immigrés au Royaume-Uni. Donc voilà comment est traité ce renouveau, ce retour de cette actualité, qui n'est pas un retour, qui est juste que les gens commencent à comprendre qu'on leur a caché ce que tous les médias auraient dû évoquer depuis plusieurs décennies. Mais pour le 20 minutes, c'est un scandale. Elon Musk a réveillé un scandale caché. Donc d'ailleurs, on pourrait faire un peu d'étude de la phrase, mais un scandale caché, oui, mais par qui? Et dans ce cas-là, c'est peut-être un aveu. Mais bon, on n'est pas chez Apostrophe ici, tout va bien. Mais pour vous dire que même aujourd'hui, même en comprenant bien que c'est un scandale absolu et que
c'est la faute des médias de ne pas en avoir parlé plus que la faute des gens qui en parlent parce que les gens sont indo-pakistanais. Enfin, c'est sidérant pour dire le niveau de manipulation dans lequel on est arrivé sur cette affaire qui ressort le bout de son nez actuellement. Donc, pour continuer un petit peu dans la démonstration, c'est la faute d'Elon Musk. C'est-à-dire que si Elon Musk n'était pas là, on ne parlerait pas de cette affaire. Si on regarde l'échiquier, vous avez d'un côté ceux qui saluent l'action d'Elon Musk d'en parler, et de l'autre côté, en l'occurrence certains de nos médias français, qui au contraire s'en prennent à lui d'en avoir parlé, pour vous dire où on en est. C'est un truc de dingue. Et ce matin, je faisais mon petit tour des journaux comme d'habitude. Le traitement est dingue. Vous avez l'Opinion qui en parle, vous avez le Figaro notamment, mais c'est sidérant. On nous parle d'une vieille affaire pédocriminelle. On fait tout pour la mettre de côté en disant non mais bon, c'est un fait divers. On parle de plusieurs milliers de gosses qui ont été abusés sur des systèmes organisés et des autorités qui ont fermé les yeux. Donc c'est sidérant. C'est sidérant. Sur Elon Musk, alors pour la petite parenthèse, oui et non, parce que c'est lié, ce sujet est lié à Elon Musk, qui contribue à mettre en lumière l'affaire. Mais il y a quand même des journalistes et comme des gens qui l'avaient mis en lumière avant, faut quand même le rappeler et saluer le mérite des uns et des autres. Juste pour vous dire que la croisade actuelle contre Elon Musk, à laquelle c'est même lié Emmanuel Macron, en critiquant Elon Musk, vous entendez parler, en ce moment on parle des ingérences d'Elon Musk, notamment vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Sachez que c'est en partie par rapport à cette affaire, à la volonté d'Elon Musk de mettre en avant cette affaire pédocriminelle. Donc on lui tombe dessus actuellement, on parle d'ingérence parce que Musk a le malheur de mettre en avant l'incapacité des autorités britanniques à avoir traité ce scandale. Donc sachez que c'est lié en partie à ça. Vous avez, par exemple, sur Arte, pour vous dire à quel point la croisade contre Musk est violente et donc ridicule, vous avez quelqu'un... Attendez, que je ne me trompe pas dans le lien. Ah mince, attendez, je me suis trompé. Sur Arte, il a été qualifié... Voilà, regardez comment Elon Musk a été qualifié sur Arte il y a quelques jours. C'est un chef, c'est un maître, c'est lui qui dirige, c'est lui le Führer. C'est pas simplement un collaborateur. Voilà, Elon Musk comparé au Führer sur Arte, chaîne franco-allemande, donc c'est vrai qu'ils sont plus légitimes que les autres. Donc c'est complètement dingue, c'est complètement dingue évidemment, complètement dingue les amis. Alors on reviendra peut-être sur Musk à la fin de cette vidéo et ce qui lui est reproché, parce que je trouve qu'il y a quand même des choses intéressantes, mais je veux rester dans le cœur du sujet et dans ce que je voulais vous proposer sur l'analyse de ce sujet, les amis. Vous l'avez compris, donc j'ai essayé de tout vous expliquer, j'espère que c'était clair, pour bien comprendre l'ampleur de ce scandale qui dure depuis des décennies, de bien comprendre que on mélange tout là-dedans et que en fait notre système médiatico-politique est à bout de souffle, il ne sait plus quoi faire pour cacher ses propres turpitudes et que l'excuse de tout fait le jeu de l'extrême droite, tout est lié à la fachosphère, ça ne marche plus. Quand on parle de milliers de gosses qui ont été violés, et qu'il se trouve que la majorité des agresseurs, la majorité des criminels sont des gens indo-pakistanais, il faut le dire, on n'en a rien à foutre en fait. C'est ce qui est dénoncé, c'est pas le Pakistan. Ce qui est dénoncé, c'est cette affaire de pédocriminalité. Et c'est là où je pense que on se plante, en tout cas beaucoup de commentaires qui sont faits là, ces derniers jours sur cette affaire, pour moi on se plante, parce que, et ça me rappelle une autre affaire, j'y reviendrai dans quelques minutes, mais il y a évidemment un angle racial dans le choix des petites filles. La grande majorité des filles agressées sont blanches et la grande majorité des agresseurs sont indo-pakistanais. Donc il y a évidemment, mais factuellement, il y a un biais racial. Factuellement, c'est clair, c'est comme ça. Statistiquement, il y a un biais racial dans le choix qui est fait à la fois des agresseurs, à la fois des victimes. Évidemment, il y a un aveuglement volontaire des autorités dicté par l'antiracisme contemporain. Évidemment qu'il y a eu des gens, que ce soit dans la police, dans les forces de l'ordre, dans les médias, dans normalement les associations d'aide aux victimes, qui ont eu peur de dénoncer l'affaire parce qu'ils ont eu peur de cet antiracisme contemporain, qui les aurait cloués au pilori pour la simple dénonciation de faits à connotation raciale de par la proportion statistique que j'ai évoquée là à l'instant. Donc, on est sur le versant totalitaire, si j'ose dire, de l'antiracisme, dans la mesure où l'antiracisme aujourd'hui est devenu une peur des gens. Ça n'est plus un combat pour l'égalité, ça n'est plus un combat qui est fait dans l'intérêt des gens, c'est un combat qui désormais peut faire peur. C'est-à-dire que si vous dénoncez une agression
et que vous avez peur de la dénoncer parce que votre agresseur est de telle ou telle origine, ça n'est pas normal. On voit bien que l'antiracisme a raté son but et qu'aujourd'hui, il est instrumentalisé par des gens qui en profitent pour installer un climat idéologique particulier qui n'a plus rien à voir avec les objectifs initiaux de lutte pour l'égalité, de lutte contre le racisme. Aujourd'hui, l'antiracisme est devenu le pan correct d'une idéologie qui s'en sert pour poursuivre d'autres buts, comme le féminisme, comme d'autres notions contemporaines, qui sont des combats louables au départ et qui sont complètement instrumentalisés. Donc, ça, si vous voulez, évidemment qu'il faut parler de l'aspect racial, évidemment qu'il faut parler de l'aspect lié à l'immigration, qu'il faut parler de l'aspect de l'antiracisme comme d'un couvercle qui est mis pour faire peur aux gens, évidemment qu'il faut parler de tous ces éléments-là. Mais moi, ce qui m'étonne dans le traitement qui est fait de ce drame absolu, ce qui m'étonne, c'est que c'est encore une fois une affaire pédocriminelle de réseau qui est étouffée. Et que ce qui me dérange énormément, c'est que on mette en avant le fait, dans les commentaires, de la question raciale. C'est-à-dire que d'un côté, certains vont dire « ça fait le jeu de la fachosphère parce que indo-pakistanais, on en parle parce que l'extrême droite est raciste ». Et de l'autre côté, vous avez des gens qui vont dire « oui, mais en fait, on n'en a pas parlé parce que justement, c'était des indo-pakistanais et qu'on a peur de parler de l'immigration, on a peur de parler du racisme, on a peur de parler de l'islam ». Si vous voulez, vous avez deux camps qui se regardent face à face avec cet argument racialiste qui est mis en avant, qui est mis en tout premier lieu. Mais moi, ce qui m'inquiète dans cette affaire-là, c'est que les affaires de pédocriminalité sont tout le temps étouffées. Qu'il y ait un volet racialiste ou pas, qu'il y ait un argument lié à la religion ou pas. Et que le vrai problème là-dedans, c'est que c'est une fois de plus une affaire de pédocriminalité qui est étouffée. Alors, on met en avant l'argument racialiste, les uns sont pour, les uns sont contre, ce que je vous ai expliqué, mais pour moi, le problème numéro 1 n'est pas là. Le problème numéro 1, c'est qu'on a étouffé un scandale pédocriminel, qui est un scandale de réseau. L'enquête est en cours, on n'en sait rien parce que beaucoup de gens ont fait en sorte qu'on ne sache rien. Mais qu'est-ce qui nous dit que dans ce réseau, tous les agresseurs étaient forcément indo-pakistanais ? C'est le problème des réseaux. C'est que vous avez souvent des gens qui sont utilisés comme des petites mains pour aller chercher des gosses et les fournir à d'autres gens. Peut-être que c'était un réseau fermé avec que des indo-pakistanais, mais souvent dans ces affaires de réseau, on a des principes de commande, on a des principes de gens qui sont bien cachés derrière les réseaux, de sorte à ce qu'on ne remonte pas derrière eux. Regardez l'affaire du trou, regardez ce genre d'affaires. Donc, je pense qu'il faut être extrêmement prudent dans le traitement qui est fait de ces affaires de réseaux pédocriminels en Grande-Bretagne, parce que je trouve qu'on se concentre essentiellement, et on se concentre trop sur l'aspect racialiste, sur l'aspect racial de la chose. Comme je vous l'ai dit, évidemment qu'il faut en parler, évidemment qu'il le faut, parce que c'est une donnée de l'affaire. C'est comme ça, après on est pour, on est contre, on est d'accord, on n'est pas d'accord, libre à chacun de porter un jugement moral là-dessus. Mais ce qui me pose sérieusement problème, c'est que une fois de plus, on est face à un scandale pédocriminel de réseau qui a été étouffé. Et si ça sort, c'est précisément parce qu'il y a l'argument racialiste. Parce que nos médias nous ont démontré que, argument racialiste ou pas, ils sont capables d'étouffer des affaires de pédocriminalité. Donc, ça m'inquiète au plus haut point. Parce que c'est une fois de plus la preuve que nos médias, nos politiciens, certains activistes d'un bord comme de l'autre, s'emparent de ces affaires-là parce qu'ils vont trouver un élément qui nourrit leur logiciel idéologique. Ça me rappelle l'affaire Lola. Je sais que beaucoup d'entre vous et beaucoup de gens qui suivent Juste Milieu n'avaient pas été d'accord avec moi. C'est le but du jeu, c'est pas parce que je le dis que c'est la vérité. Au contraire, c'est important de débattre et de confronter les avis. Mais au moment de l'affaire Lola, je vous avais dit la même chose, que pour moi, c'était d'abord un scandale pédocriminel. Et qu'ensuite, on pouvait retenir le côté d'Abiabé, donc celle qui a assassiné Lola, qui était sous le coup d'une OQTF, voilà, une obligation de quitter le territoire français, qu'elle avait telle ou telle origine, et qu'on se rendait bien compte que certains membres de l'extrême gauche, comme de l'extrême droite, que l'extrême gauche, que de la gauche, de la droite, enfin bref, de tous les partis politiques, avaient parlé de l'affaire Lola, d'abord pour l'aspect de l'origine de celle qui avait tué Lola. Alors que pour moi, le vrai problème, c'était d'abord une affaire pédocriminelle. Et que, en plus, quand on ne parle que de ça, on ne pense, ou en tout cas, on y pense dans un second temps, aux victimes de ces affaires-là, de ces réseaux-là.
C'est-à-dire que si leurs agresseurs n'avaient pas été indo-pakistanais, ça ne méritait pas la même gravité, la même considération. Combien d'affaires de réseaux pédocriminels sont étouffées et que tout le monde s'en fout? Parce qu'on ne va pas trouver l'argument qui va faire un peu parler dans les médias, qui va faire du clash, qui va faire du buzz. Et c'est ça qui me fait peur. Et que pour moi, le traitement médiatique, et vous le savez, j'aime bien me concentrer aussi parfois sur le traitement médiatique qui en dit long sur les affaires et sur la compréhension de ces affaires. Pour moi, ce qui se passe avec ces gangs de violeurs en Grande-Bretagne reflète ce qu'on avait vu avec l'affaire Lola. C'est-à-dire que ça prend de la place pour la raison qui, pour moi, n'est pas la raison numéro 1, à savoir la pédocriminalité, ce ravage de nos sociétés, et un ravage qui est rendu possible par des gens qui ferment les yeux, aussi bien dans les médias que dans la politique que dans le milieu associatif. Et c'est ça, à mon avis, le véritable souci. Et je trouve ça assez dingue, parce que on nous dit que voilà, c'est la peur des accusations de racisme qui a fait peur aux gens, mais est-ce qu'on se rend compte qu'il y a de graves affaires de pédocriminalité qui ne sont pas non plus dénoncées alors qu'il n'y a pas de peur des accusations de racisme? Donc voilà ce que je voulais vous dire un petit peu là-dessus. Finir avec ce traitement-là, les amis, finir avec cette réflexion-là. Alors n'hésitez pas à me dire dans le chat ce que vous en pensez. On va reparler de cette affaire-là. Je trouve ça très important d'en parler. C'est aussi, voilà, j'espère, le rôle de Juste Milieu de parler de toutes ces affaires-là, même quand ce sont des sujets très sensibles, très lourds, et d'essayer de proposer une grille de lecture différente. Qui, voilà, j'espère, renvoie dos à dos un peu tout le monde, qui aide à la réflexion générale et surtout qui aide au débat. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, comme d'habitude, allez-y dans le chat, les amis, je prends tous vos commentaires, toutes vos réflexions, que vous soyez d'accord, pas d'accord, on papote, on discute, évidemment. C'est très important, surtout sur ce sujet-là, de papoter. Merci à Céphalopod84 pour le subprime, 27e mois, merci camarade. Il y a Anarchy08 qui dit « Rémi, si tu as le temps, il faut que tu cherches un reportage allemand qui date de 2011, durant les affaires de viol durant l'Oktoberfest de Munich. Tu vas halluciner, le traitement de l'affaire par des associations féministes est désastreux. » Alors, est-ce que tu parles du Nouvel An de Cologne ou est-ce que c'est encore autre chose? Parce que l'Oktoberfest de Munich, ça me dit rien. Nouvel An de Cologne, ça me dit plus. Effectivement, là aussi, on avait eu un étouffement de l'affaire. Feldorn 2 qui dit « On ne cache pas un tel réseau aussi horrible pendant des décennies juste pour des histoires de racisme. Ça cache quelque chose de bien plus profond. » Moi, je suis complètement d'accord. Je pense sincèrement, maintenant qu'on est un peu plus dans la discussion, on n'est plus dans la séquence que je voulais vous proposer, je peine à me contenter de la simple justification de « on n'en parle pas parce que ce sont des Indo-Pakistanais ». Je peine à me contenter de ça. Alors, je ne veux pas être complotiste, je ne veux pas vous dire qu'il y a forcément autre chose et que derrière, en fait, c'est Carlos et Popek, tu vois, j'en sais rien. Mais je peine à croire que ça soit que cela. Et je pense que si on remonte cette affaire de réseau, on va peut-être trouver des gens qui avaient intérêt à ce qu'on n'en parle pas et des gens qui ne sont pas trop indo-pakistanais. Ça me semble trop curieux. Ça ne colle pas avec les affaires pédocriminelles que l'on a pu observer, en tout cas en Europe, ces dernières décennies. Il y a plus de saison qui dit, et là aussi c'était dû à l'immigration, c'est quand même le point commun à toutes les affaires. Mais non, enfin, c'est ce que, enfin, oui et non, c'est ce que j'ai tenté d'expliquer dans la vidéo. Évidemment que la question de l'immigration se pose dans cette affaire, évidemment que la question de l'islam se pose, évidemment que la question de l'origine des agresseurs et des agressés se pose, mais comme j'ai essayé de développer et d'expliquer, pour moi, on ne peut pas se contenter que de ça. Et que je pense, en essayant de tirer un peu plus le truc par les cheveux, mais que paradoxalement, et j'entends bien que ce soit compliqué à entendre, mais ça fait le jeu du système que de se contenter de l'argument simplement racial. De dire, ah ouais, bon, cette affaire n'a pas été, enfin, ces affaires n'ont pas été ébruitées parce qu'il y a eu la peur des accusations de racisme. Comme je vous l'ai dit, d'un côté, vous avez un camp qui va dire « c'est scandaleux, on protège les migrants, on n'en parle pas parce que ce sont des Indo-Pakistanais ». Et de l'autre côté, vous avez des gens qui vont dire « oui, mais en fait, l'extrême droite est bien contente, c'est la fachosphère ». C'est facile parce qu'en fait, ça donne un os à ronger à deux camps qui vont se battre sur ça et qui vont pas se dire « attends, on en reparlera après des Indo-Pakistanais, mais qui les a protégés en fait ? Qui les a protégés? Dans quel intérêt? » Et d'ailleurs, il y a un argument de Marie-Claire, là. C'est un peu léger, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans la séquence que je voulais vous proposer. Mais l'article de Marie-Claire nous dit, il y a un avocat qui a interrogé, un maître Greenwood, qui compte poursuivre les services sociaux et la police pour leur silence.
Et l'enquête de Marie-Claire nous dit « L'avocat répond « Je suis spécialiste des abus sexuels sur enfants. À ce titre, je travaille avec la police depuis 20 ans. J'ai une forte présomption de relations corrompues entre police et agresseurs. Par ailleurs, j'ai entendu dire que le succès du Parti travailliste à Rotherham aux élections dépend du vote asiatique. Beaucoup ici pensent que les criminels sont ou étaient liés à des politiciens locaux. » Donc, c'est un peu léger parce que le j'ai entendu dire que je voulais pas le mettre dans la séquence que je vous ai proposée parce que c'est quand même léger comme argument. Donc je continue de bosser là-dessus. Si je trouve d'autres choses, on en reparlera évidemment. Mais je pense que évidemment que ça va plus haut. Évidemment que ça va plus loin. Ça n'est pas possible en fait que ces gens-là aient été protégés par 2 pauvres policiers et un pauvre journaliste qui ont décidé de ne pas en parler. Une fois de plus, comme d'habitude dans ce genre d'affaires, on est sur des échelles avec la partie visible, la partie émergée de l'iceberg et la partie immergée qui peut aller très 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 haut. Donc je peine à croire que tout cela ne soit qu'une histoire d'Indo-Pakistanais, qu'il y ait une grande représentation d'accord, mais les agissements ont bien été couverts et à un moment donné, il y avait bien d'autres gens, il y avait bien d'autres nationalités. Ce serait trop simple que ça ne soit que ça. Trop simple si j'ose dire évidemment. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur cette affaire-là. Je vois que ça fait débattre, hein, et c'est chouette, hein, c'est le but du jeu, les amis, qu'on papote de tout ça. Il y a plus de saison qui dit les politiciens locaux sont pakistanais aussi. Est-ce que tu en as des preuves ? Est-ce que tu en as des preuves, camarade ? Est-ce que tu es sûr de cet élément-là ? Ce qui est peut-être le cas, hein, pas de problème, mais attention aux biais de confirmation aussi, quoi. Attention au biais de confirmation. Il n'y a plus de saison, on se connaît. Tu as un vieux copain maintenant. Je vois à peu près ta grille de lecture politique et je la respecte. Mais voilà. Et c'est peut-être soit, alors si tu as tous les éléments, là, chapeau, et je m'aligne. Hein, mais et c'est peut-être d'éviter le biais de confirmation. Tu as une idée en tête, tout ne peut pas forcément la valider. Je me demande si on n'avait pas eu le même débat d'ailleurs sur l'affaire Lola. On avait peut-être déjà le même désaccord. Et que pour moi, je vous redis ce que je vous avais dit tout à l'heure. L'affaire Lola, comment dire, ça a été un scandale de voir des gens, à mon avis, hein, c'est que mon avis, ça a été un scandale de voir des gens d'extrême droite se jeter sur ce truc-là, et ils n'auraient rien dit sur d'autres affaires pédocriminelles si l'agresseur de Lola n'avait pas été d'origine algérienne. Et je trouve que l'instrumentalisation de la pédocriminalité, c'est aussi ça. C'est aussi de faire croire que la pédocriminalité est un sujet secondaire qui ne se traite qu'à partir du moment où un angle politique est nécessaire pour alimenter les débats. Et ça, je trouve ça scandaleux. D'ailleurs, on n'a pas entendu ces mêmes dirigeants politiques de droite et d'extrême droite sur d'autres affaires pédocriminelles qui ont eu lieu en France. Donc je trouve ça tout à fait scandaleux. Et j'ai quand même l'impression que cette affaire de Telford, c'est un petit peu la même chose. Donc voilà un petit peu les amis, ce que je pouvais vous dire là-dessus, sur cette affaire-là. On va en reparler évidemment. Les copains de tout ça. Anarchizoroid qui dit, tu pensais à l'affaire Loana, Rémi. Attends, j'ai dit quoi ? J'ai dit Lola. Non, Lola, l'affaire Lola, j'ai dit. Voilà, un petit peu sur cette affaire-là, les copains, ce qu'on pouvait se dire les amis. Alors évidemment, on va en reparler dans les jours à venir, il y a de fortes chances. Et puis voilà pour aujourd'hui, les copains, ce que je pouvais vous proposer. Alors, je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit, avec en plus la farce tranquille, le retour de la farce tranquille. Ça y est, nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Juste Milieu. On va parler de tout ça, les copains. C'est le rendez-vous que je vous donne. Et dans le Juste Bistrot, parce que vous le savez, hein, comme c'est la semaine de rentrée, j'ai plein de choses à vous dire, j'ai plein de thèmes. Je ne peux pas parler de tout chaque soir. Et comme j'ai envie de vous proposer des séquences, en bossant mes séquences, que ce soit calibré, demain, on va parler de l'affaire Puff Daddy et du volet français. On a de nouvelles révélations qui n'ont pas fait beaucoup de bruit et on va aller écouter l'avis de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a fait une nouvelle intervention médiatique. Donc j'ai hâte de vous montrer ça. Et après-demain, donc jeudi, on parlera Covid-19, médicaments anti-rhume. Ça va être le premier thème. Et on va essayer de se farcir le fils Sarkozy. Je le repousse un peu parce qu'en fait, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus, si ce n'est c'est un nouveau pion des Américains, et que quand on connaît le papa, on connaît le fils. Donc si vous voulez, bon, je sais pas que je veux pas vous en parler, mais ça va durer 5 minutes. Donc je préfère mettre des choses qui me semblent plus importantes. Voilà, les amis, ce qu'on pouvait dire, merci d'avoir été là une fois de plus, d'avoir été nombreux. Je vous donne rendez-vous demain, 16h45, même heure, même endroit, et à 18h, c'est la farce tranquille. Voilà, je vous embrasse, passez une excellente soirée. À demain, vive la rigolade et vive la France.